Section 4 de À travers les régions de France. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. À travers les régions de France par Georges-François Renard. Section 4. Languedoc, Comté de Foix, Rouergue, Quercy, Albigeois. Voici la dernière partie du Languedoc. Encore une partie toute continentale. Elle s'appuie d'un côté au centre des Pyrénées, de l'autre au dernier contrefort des monts d'Auvergne. Elle a pour grand déversoir la Garonne, l'indomptable Garonne aux vagues insensées, comme disait André Chénier, la Garonne qui, si elle avait voulu, s'en irait dégeler le pôle, comme chantait Nadeau, mais qui se contente de naître en Espagne, de sortir trop fréquemment de son lit dans des accès de fureur subite, de rouler alors des pierres, de démolir des maisons, de noyer des hommes, de provoquer ainsi de beaux dévouements et des mots historiques tels que la fameuse exclamation prêtée à un chef d'État en 1875 « Que d'eau! Que d'eau !» Ces affluents et les affluents de ces affluents, qui lui viennent de l'est ou du sud, sont, comme elle, fantasques et fougueux. Mais, comme elle aussi, l'Ariège, le Tarn, le Lot, l'Aveyron, le Viaur, après une jeunesse impétueuse et accidentée, s'alanguissent, assagis et pacifiés, lorsqu'ils arrivent à la plaine doucement ondulée où trône Toulouse, dans un cercle de villes qui toutes regardent vers elle, Foix, Albi, Rodez, Cahors, Montauban. Dans les montagnes abondent les sources, prometteuses de santé, qui, de longue date, attirent les malades et font éclore casinos, hôtels et villas dans des gorges sauvages. Bagnères de Luchon, Ax, Ussat, Aulus. Sur les hauts plateaux, de grands troupeaux de moutons qui vaguent, un peuple de pasteurs, et pour richesse, la laine mérinos, le fromage de Roquefort, fait du lait des brebis, et qui prend ses veines bleuâtres et son âpre saveur dans les cavernes où on le conserve. Dans la plaine, copieusement arrosée par l'eau du ciel et par l'eau des rivières, un peuple de laboureurs, des champs de maïs et de froment, de vastes minoteries, des métairies, ou, comme on dit là-bas, des bordes, dans lesquelles pullule la volaille, des prés où s'engraissent des bœufs, des jardins embaumés de violettes et regorgeant de fruits, des vignes d'où vient le vin pétillant de Gaillac, un pays de fins gourmets où l'on savoure le cassoulet, les gâteaux d'Alban, les pâtés de canard aux truffes, les raisins de Montauban, une terre grasse, plantureuse, qui n'a que le défaut d'être trop riche, trop prodigue de bien-être et par là même peu féconde en enfants. Le commerce l'enrichit encore. N'est-elle pas sur la route de l'Espagne ? Des relations déjà vieilles l'unissent aussi à la République argentine, cette Espagne américaine. L'industrie n'y chôme pas non plus. Mines de houille et de fer à Carmaux et à Decazeville, qui rappellent de tragiques épisodes de la lutte sociale engagée aujourd'hui dans le monde entier, verreries patronales et ouvrières, travail des peaux et des cuirs, fabrication de molletons, de tartans, de bérets de flanelle à Castres, à Mazamet, à Grelais, etc. Ce n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier que date cette floraison économique. Au début du XIVe siècle, la première pétition demandant qu'on interdise l'entrée des draps étrangers dans le royaume de France émane des artisans du Languedoc. Plus tôt encore, au XIIIe siècle, les Cahorsins sont des marchands d'argent qui ont des comptoirs dans toute l'Europe. Gourdon figure parmi leurs principales places de banque. La contrée fut alors, sous la domination des comtes de Toulouse, puissante et prospère. Elle avait à profusion des seigneurs poètes, des faiseurs de canzones et de sirventes, des cours d'amour, des collèges de la gaie science. Mais elle eut le malheur d'inquiéter Rome par des doctrines venues d'Orient qui semblaient mettre sur le même pied l'esprit du mal et l'esprit du bien. Le pape cria « Sus aux Albigeois !» Les Français du Nord s'armèrent pour cette croisade d'un nouveau genre. Simon de Montfort se fit l'exécuteur des vengeances pontificales, le conquérant de cette proie opulente. Des flots de sang coulèrent.
Toulouse, avec ses capitouls qui personnifiaient ses libertés, les villes environnantes, avec leurs églises de briques qui ressemblent à des châteaux forts, subirent des assauts, des sièges, des massacres. La victoire resta aux plus robustes qui étaient les moins civilisés. Les troubadours s'exilèrent. Les petits périrent ou plièrent. L'Inquisition, créée pour achever d'étouffer l'hérésie, fit peser sur les esprits une chape de plomb. Le Midi fut rattaché au nord par des liens de fer. Une autre région ne se serait peut-être jamais relevée d'une chute si rude, mais sa vitalité en triompha. 3 siècles plus tard, sous le souffle de la Renaissance et de la Réforme, c'est un nouveau jaillissement d'idées, de passions, de talents. Les jeux floraux qui s'organisent ou ressuscitent, Scaliger, le grand érudit, Cujas, le grand jurisconsulte, qui était fils d'un simple foulon et se plaisait à s'en souvenir, Pibrac, le moraliste, qui eut le tort d'écrire une apologie de la Saint-Barthélemy, Marot, le gentil poète, y représente l'essor intellectuel du temps. Seulement, il semble que sur ce terroir trempé de sang hérétique, la haine de Rome ait continué à germer silencieusement. Marot, le chantre de l'amour et de la beauté féminine, traduit les psaumes et s'en va promener chez les puritains de Genève une austérité de fraîche date, sujette à des rechutes. Montauban devient une forteresse des calvinistes et sera pour eux jusqu'à nos jours un vivant foyer d'études. Mais les fureurs théologiques se sont rallumées. Toulouse a, 10 ans avant Paris, sa tuerie de huguenots, dont des catholiques trop zélés voudront encore, en 1862, célébrer le 3e centenaire. À Rocamadour, les pèlerins montent à genoux un escalier de 217 marches qui mène au sanctuaire d'une Vierge miraculeuse. Par moments, à force d'être religieuse, la fermentation des âmes finit par devenir irréligieuse. Comme il arrive toujours là où 2 sectes opposées se font une guerre impitoyable, le doute, qui donne tort à l'une et à l'autre, naît du choc des convictions rivales. En 1619, le philosophe italien Vanini est condamné pour athéisme par les magistrats de Toulouse, à être brûlé vif après avoir eu la langue coupée, et comme il s'écrie en allant au supplice « Mon Dieu, mon Dieu !» parole que l'on veut considérer comme un reniement de ses opinions, il réplique « Simple façon de parler ». Quelques années plus tard, voit le jour, au Carlat, Bayle, le sceptique, l'ironiste insinuant, qui sera tour à tour catholique et protestant, et dont le dictionnaire, prélude de l'encyclopédie, ébranlera doucement les croyances que Voltaire démolira ensuite à grands coups de hache. Bien prend à Bayle de vivre en Hollande, car jusqu'en plein siècle de l'incrédulité, le Parlement de Toulouse reste animé d'un implacable fanatisme. Des condamnations d'innocents, dont le seul tort est d'être calviniste, l'affaire Calas, l'affaire Sirven, lui valent une fâcheuse célébrité. En 1815 encore, le général Ramel est tué à Toulouse par les Verdets, qui sont de féroces champions du trône et de l'autel. L'antique abbaye de Sorèze est alors une école d'où sortent d'ardents défenseurs de la foi catholique. De Toulouse vient Villèle, le ministre des Bourbons restaurés, qui fait rendre 1 milliard aux émigrés. Qui s'étonnera que, par réaction, Peyrat, le biographe des pasteurs du désert, soit fils de la même contrée? En maint endroit, c'est toujours sur le terrain confessionnel que se livrent les batailles politiques. Certes, il serait aisé d'évoquer des souvenirs plus pacifiques, de rappeler des hommes de renommée moins batailleuse, Dacier, de Castres, le latiniste, qui fut surtout le mari de Madame Dacier l'helléniste, Fermat, le mathématicien que Pascal appelait le premier homme du monde, Lapérouse, d'Albi, le marin qui disparut mystérieusement dans l'Océanie qu'il découvrait, Champollion, de Figeac, qui trouva la clé des hiéroglyphes égyptiens. Je ne puis passer sous silence Murat, Soult, Bessières, ces éclatants lieutenants de Napoléon. Mais ce qu'il faut dire surtout, c'est que le livre d'or de la région toulousaine n'a jamais été mieux garni que dans la dernière moitié du XIXe siècle. Vous faut-il des gloires politiques?
La chaude parole de Gambetta, le patriote républicain qui naît à Cahors, a pour écho la grande voix de Jaurès, le poète et l'orateur du socialisme qui naît à Castres. La Dépêche de Toulouse devient le journal dominant du Sud-Ouest, pendant qu'Adrien Hébrard dirige à Paris Le Temps, le grand organe de la République bourgeoise. Et que d'autres hommes, qui ont marqué leur passage dans la vie publique par leurs discours, leurs écrits, leurs actes, Alphonse Peyrat, M. de Freycinet, les Reclus, dont le plus célèbre, Élysée, a poursuivi avec une inlassable persévérance son rêve anarchiste et sa précise description de la terre. Aimez-vous mieux des noms d'écrivains? Je vous citerai Léon Cladel, qui burina si vigoureusement les va-nu-pieds, les paysans et les ouvriers du Quercy, Pouvillon, le sobre et délicat conteur des amours et des tragédies villageoises. Puis se présentent en rang serré les artistes. Ingres, le violoniste, qui fut à ses moments perdus le dernier de nos peintres classiques, Jean-Paul Laurens, qui se plaît à faire revivre sur la toile l'âme sombre du Moyen-Âge, Debat-Ponsan, le portraitiste du général Boulanger, Bida, l'illustrateur des évangiles, de Musset, de la vie de Jeanne d'Arc, des maîtres du marbre et du bronze, Falguière, qui sculpta la statue de Gambetta et le triomphe de la Révolution, Mercier, Denis Puech, Gabriel Pech, Bourdelle, de tempéraments si divers qu'il y en a pour tous les goûts. Voilà certes un beau bataillon sacré. Et encore en oubliais-je. Je ne saurais pourtant oublier, est-ce un effet du climat tiède et doux, les voix bien timbrées qui ont approvisionné nos théâtres lyriques de chanteurs comme Gaillard ou Capoul et de cantatrices comme Emma Calvé. En vérité, si l'on me demandait quelle a été dans le dernier demi-siècle la seconde capitale artistique de la France, je répondrais volontiers Toulouse, et ce n'est pas le moins brillant fleuron de la couronne d'églantines, d'amaranthes et de soucis qu'elle a le droit de porter fièrement. Fin de la section 4.